Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo sur la culture franco-allemande avec aujourd'hui une présentation des deux premiers héros nationaux des États français et allemands. Partons à la découverte de Vercingétorix pour les Français et de Hermann pour les Allemands. Vercingétorix est un prince de la tribu gauloise des Arvernes, né en 82 avant notre ère à Gergovie, en actuelle Auvergne. Vercingétorix est le fils de Celtilos, le chef des Arvernes. Encore petit, à l'âge de 7 ans, Vercingétorix assiste à l'exécution de son père, alors accusé par son oncle Gabinicio de vouloir réinstaurer la monarchie à la place de l'État aristocratique. Celtilos est alors brûlé vif devant l'assemblée arverne. Selon les historiens, il est possible que Cobanizio fût à l'origine de ces rumeurs afin de prendre le pouvoir. Une fois à la tête des Arvernes et afin de soutenir son peuple dans sa longue guerre éternelle contre les Éduins, une autre tribu gauloise, Cobanizio ouvre des accords militaires et commerciaux avec les Romains de Jules César et les Germains d'Ariovistes. Vercingétorix est alors en total accord avec les décisions de son oncle. Le commerce romain promet aux Arvernes de devenir la peuplade gauloise la plus puissante de toutes, ce qui leur donne un certain prestige auprès des autres Celtes. De plus, la victoire germanique d'Ariovistes contre les Éduins écarte la menace de leurs concurrents historiques. Quand Jules César entame sa guerre des Gaules afin de prévenir la migration helvétique face à la poussée des Germains, Vercingétorix approuve cette incursion. Il lui faudra du temps avant de se rendre compte que César n'était pas seulement venu repousser Helvètes et Germains, mais bien soumettre les Gaulois. Cependant, même si Vercingétorix change de camp et se trouve dorénavant anti-romain, il lui faudra attendre sa prise de pouvoir en 52 avant notre ère pour faire entrer les Arvernes dans la guerre aux côtés des autres Gaulois. Vercingétorix décide d'entrer en guerre à l'annonce du massacre des commerçants romains par les Carnutes. Il réussit grâce à un tour de force à pousser son oncle à la sortie et se faire nommer par l'oligarchie arverne chef. Il envoie ensuite de nombreux ambassadeurs auprès des autres tribus gauloises. La plupart acceptent de se rallier à sa cause et il mobilise des forces sous son commandement. Vercingétorix n'est pas stupide, il sait qu'en affrontement direct, il n'a aucune chance de victoire. Alors durant l'année 52 avant notre ère, il cherche à affamer les Romains. La technique de la terre brûlée est une réussite. L'armée romaine doit se replier et abandonner une partie de ses conquêtes. Malheureusement, Vercingétorix a commis une erreur. Il a épargné la ville d'Avaricum, capitale des Bituriges. César s'y précipite et réussit à prendre la ville ainsi que ses stocks de nourriture. 40 000 Gaulois, guerriers et civils y sont massacrés. Cet acte, plus qu'à forcer les Gaulois au respect, les pousse à la révolte. Vercingétorix est dorénavant à la tête de 30 000 guerriers, suffisamment pour attaquer les Romains directement. Ces derniers sont écrasés à la bataille de Gergovie. Jules César doit se replier afin de chercher des renforts. Le chef arverne est maintenant à la tête d'une armée de 80 000 guerriers. Au retour de César, venu avec 12 légions et des cavaliers germaniques achetés, Vercingétorix se replie dans la ville fortifiée d'Alésia avec ses 80 000 guerriers. Il y attend une armée gauloise de 240 000 guerriers de toute la Gaule afin d'écraser les Romains pris entre deux feux. Malheureusement, malgré le surnombre des Gaulois, les doubles fortifications romaines tiennent et par manque de nourriture, Vercingétorix est contraint à la reddition. Vaincu, il est emmené à Rome où César lui accorde une villa et des serviteurs personnels jusqu'en 46 avant notre ère. Là, le Sénat décide de lui priver de ses droits. Les gardes le jettent alors dans un cul de basse-fosse où il y souffre d'agonie et de famine jusqu'à la mort. Son corps est ensuite exposé à l'entrée des escaliers des Gémonies avant d'être jeté dans la Tibre. Il fut alors âgé de seulement 36 ans. Hermann est un prince de la tribu germanique des Chérusques, né en 17 avant notre ère sur les bords de la rivière Weisser. Fils de Sigimer, le chef des Chérusques, il fut comme tous les enfants germains éduqué à des conditions guerrières. Contrairement au système majoritaire de l'époque, les Germains n'avaient pas de famille aristocratique. Les hommes libres nommaient à la majorité leur futur chef. Ainsi, le fils de ce dernier n'avait aucune certitude de prendre le titre de son père. En l'an 12 avant notre ère, l'empereur Auguste entame l'invasion de la Germanie. Sigimer, sorte d'un conflit avec une peuplade germanique, s'accorde à une alliance avec les Romains.
Alors âgé de 10 ans, Hermann le Chérusque est envoyé à Rome avec d'autres princes germaniques pour y connaître une éducation romaine. Il atteint Rome en l'an 9 avant notre ère. Il y prend le nom d'Arminius et il y suit des cours dans une école militaire de cavalerie d'auxiliaires germaniques. Arminius monte très vite dans la hiérarchie romaine. Il y obtient l'ordre équestre, la plus haute distinction qu'un barbare puisse obtenir à Rome. Quand les guerres de Pannonie éclatent en l'an 4 avant notre ère, Arminius est fait commandant de la troupe de cavalerie d'auxiliaires germaniques. Il y est envoyé en Hongrie, d'où il défait les barbares aux côtés des forces romaines. Nous ne connaissons pas sa réelle implication sur le champ de bataille, mais elle fut si importante qu'à son retour de campagne, il est honoré de la citoyenneté romaine. Enfin, en l'an 7, on lui donne une nouvelle mission. Il est envoyé à la tête de ses troupes en Germanie, proche du territoire chérusque, afin d'y soutenir la guerre contre ses compatriotes. De retour en Germanie, il y rencontre son père, vieilli et malade. Mais le plus grand choc sera le résultat de cette longue guerre. Malgré 15 ans d'absence, l'avance romaine en terre germanique n'a fait quasiment aucun progrès. Les Romains dominent l'est du Rhin en été, mais l'hiver venu, ils se replient dans leur camp sur la rive gauche. Les Germains reprennent ainsi les territoires perdus. Sigimer ne croit plus en Rome. Les aqueducs, les bains publics, les forums et la paix ne sont pas venus avec les Romains. Au contraire, pour soutenir leur conflit éternel, les Romains prélèvent l'impôt, privent les guerriers de leurs armes, tourmentent les dieux germains et remplacent les lois ancestrales par le droit romain. Sigimer dira « Rome n'apporte pas des temps de liberté, mais d'esclavage ». Sous les conseils de son père, Hermann renie sa citoyenneté romaine et entame des pourparlers avec les autres chefs germaniques afin de former une confédération. Les Germains, soucieux de chasser les Romains et de profiter de l'expérience de Hermann, acceptent. Le piège se referme sur les légions de Varus en l'an 9, à la célèbre bataille de Teutobourg. 30 000 légionnaires sont massacrés, ainsi que les civils romains. La Germanie est entièrement perdue. De l'an 13 à l'an 19, le général Germanicus conduira de nombreuses campagnes en Germanie, toutes repoussées par la coalition de Hermann. Cependant, le chef germain y perd sa femme, Tutsnelda, qui est faite prisonnière et exécutée à Rome avec son fils en l'an 17. À la suite de cet acte, il devient fou et décide d'unir toute la Germanie sous son unique autorité, une autorité de roi. Mais les autres chefs germains n'ayant pas combattu les Romains pour souffrir d'un autre tyran, commandent son assassinat par les propres membres de sa famille en l'an 21. C'est l'empereur Napoléon III qui fait ressortir la mémoire de Vercingétorix de l'oubli en 1865. Il décrit le héros gaulois comme honorable par l'amour sincère qu'il portait à l'indépendance de son pays. Cependant, il communique aussi que les Français ne devraient pas pleurer la défaite d'Alésia, mais bien au contraire de l'admirer. Car selon ses propres paroles, « N'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation, nos institutions, nos mœurs, notre langue. Tout nous vient de la conquête. » D'ailleurs, à l'issue de la conquête de l'Algérie, il tient un discours où il dit aux Algériens vaincus que grâce à cette défaite, ils sont permis de ressusciter, comme les Gaulois, dans un ordre nouveau et une civilisation nouvelle. Après la défaite française de 1870, la Troisième République décide d'utiliser le symbole de Vercingétorix comme l'honorable résistant qui permit à la Gaule de s'unir contre l'envahisseur romain d'hier, afin d'exalter le patriotisme français contre l'envahisseur d'aujourd'hui, les Allemands. Vercingétorix devient ainsi le premier héros national de l'histoire de France reconnu par l'enseignement de l'éducation nationale. Après la Seconde Guerre mondiale et la réconciliation franco-allemande de 1963, la figure de Vercingétorix change. Il n'est plus décrit comme le résistant et combattant de l'envahisseur, mais comme une des grandes et puissantes figures de l'identité française. Pour lui rendre hommage, la Monnaie de Paris rend disponible une pièce de collection d'une valeur de 10 € représentant Vercingétorix en 2012. De même pour le musée Parc d'Alésia, qui, la même année, édifie une médaille souvenir du chef gaulois. 2 statues de l'Arverne existent en France. La première à Alise-Sainte-Reine au lieu soupesé de la bataille d'Alésia et la seconde à Clermont-Ferrand. Si en France il faut attendre 1866 et Napoléon III pour enfin parler de Vercingétorix, dans le Saint-Empire, l'état ancêtre de l'Allemagne actuelle, la figure de Hermann le Chérusque est utilisée dès 1529.
À cette époque, Ulrich von Hutten, célèbre humaniste, poète et critique de l'Église romaine, louait dans ses poésies la figure d'Hermann comme le premier défenseur de la patrie, une notion encore embryonnaire à l'époque. Von Hutten place le prince des Chérusques au même rang qu'Alexandre le Grand, Hannibal et Scipion l'Ancien, comme un grand général de l'Antiquité et le seul chef germain à être digne d'être le premier roi de tous les Allemands. Une petite note s'impose. Si dans l'historiographie française nous faisons la différence entre germain, teuton et allemand, dans l'historiographie allemande, cette différence n'existe pas. Ainsi, germain, teuton et allemand sont tous regroupés sous l'unique appellation de Deutscher. Les poèmes de Hutten redonnent de la popularité au vieil héros antique, à tel point que les réformateurs Baetus Rhénanus et Philippe Melanchthon utilisèrent la lutte d'Hermann contre les Romains en parallèle avec la lutte du protestantisme contre l'Église catholique. De 1550 à 1560, Hermann est donc redécouvert par la population allemande via les œuvres des protestants qui vantent son héroïsme. Après les guerres de religion, le Saint-Empire commande un roman historique à Daniel Caspar von Lohenstein afin d'exalter le patriotisme impérial des paysans. Le but est simple, mettre en parallèle la défense germanique d'Hermann avec la défense impériale contre les Ottomans. Après les protestants contre les catholiques et les Allemands contre les Ottomans, ce sont les Prussiens qui en 1752 récupèrent la figure d'Hermann le Chérusque contre les Français. La Germanie d'hier était menacée par les latins romains et aujourd'hui, l'Allemagne est menacée par les latins français. Hermann devint l'égal du roi Frédéric II de Prusse. La figure du premier héros allemand est aussi utilisée de la même manière sous les guerres napoléoniennes et la guerre de 1870. Une fois l'Empire allemand mis en place, Hermann devient un véritable pilier de l'identité culturelle allemande. Durant la Première Guerre mondiale, la victoire de Hindenburg à Tannenberg fut considérée et honorée comme l'égal moderne de la bataille de Teutoburg. Après la défaite de 1918, le symbolisme d'Hermann le Chérusque changea du tout au tout. On passe ainsi du souvenir d'une victoire exaltée par la liberté du peuple allemand antique au souvenir d'un héros trahi par les querelles internes de sa propre famille. Les nazis utilisèrent la figure d'Hermann dans leur propagande afin d'arriver au pouvoir, mais Hitler n'était pas fan du héros allemand. Il considérait la victoire des Germains sur Varus comme une victoire malheureuse, ayant privé la Germanie de la civilisation romaine et de ses apports considérables. Une fois au pouvoir, les nazis mirent la mémoire du Chérusque au banc du roman national. Hitler disait alors que le temps n'était pas à la défense du sol germanique, mais à son expansion. Des héros portés sur la défense n'étaient donc plus souhaitables. De plus, Hitler prenait peur que le patriotisme allemand tourné autour du Chérusque n'entrave ses visées diplomatiques avec l'Italie de Mussolini, portée sur l'exaltation du souvenir de l'Empire romain, raison de plus pour mettre le culte du vieil allemand au repos. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le culte de Hermann revienne au devant de la scène. En RFA, il fut utilisé comme le défenseur de la véritable Allemagne contre les soviétiques. Et en RDA, il fut utilisé comme la figure portant le communisme égal des valeurs germaniques antiques contre le capitalisme de la Nouvelle Rome, les États-Unis. À partir de l'an 2000, la figure du héros n'est plus utilisée à des fins nationalistes et patriotiques. L'Allemagne unifiée l'honore simplement comme la figure historique qu'il est dans le cadre du contexte de l'époque. Cependant, sa figure est encore bien vivante. En 2009, la chancelière Merkel lui rend un hommage national pour le 2000e anniversaire de sa victoire. Des rues, des places et des stations de métro furent renommées à son nom. Depuis 2015 et la crise migratoire, une partie du peuple allemand ressort le patriotisme autour de héros pour mettre en avant la défense du sol allemand contre les migrants. Et enfin, le dernier hommage qui lui est rendu est en 2020, quand une série allemande est créée autour de son histoire pour Netflix. Elle se nomme Barbare. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!